Bonsoir. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, super. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être ici ce soir. On est vraiment ravis. On va commencer tranquillement la soirée. En tout cas, pour nous, tout de base, c'est vraiment un honneur que vous soyez là. On est ravis de vous accueillir dans ce projet de la Cité audacieuse. Donc moi, je suis Louise Nouba-Bessonnel, je suis la chef de projet de création d'Algoba et je suis également responsable du pôle santé. Donc on vous remercie une nouvelle fois pour votre venue, votre engagement et votre soutien. Comme certains et certaines le savent, ça fait un moment qu'on parle de la recherche au sein de l'Algoba, qu'on a envie en tout cas d'évaluer notre thérapie. Et là, ça y est, 2021, c'est la grande année. On se lance, on est doctorante en psychologie qui est arrivée, qui va évaluer notre thérapie. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous vraiment de faire ce lancement public avec vous. On enregistre également l'événement, donc vous pourrez ensuite également le diffuser aux personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Cet événement, c'est aussi l'occasion de se réunir, de partager, de se rencontrer autour de nos thématiques, donc des thématiques qui nous tiennent à cœur au sein de nos créations, notamment la thématique des femmes et de la santé mentale. Et avant de vous laisser le micro à un collègue, je vais aussi vous présenter Marianne, qui est juste ici, du coup, qui est facilitatrice graphique et qui va être là tout au long de l'événement pour justement immortaliser et faire une synthèse visuelle des propos les plus importants durant ce premier événement de nos cycles de réflexion. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonsoir, j'en profite aussi pour me présenter. Je suis Amandine Lévy, je suis coordinatrice du pôle santé pour le projet Recréation d'Algoba. Et effectivement, on est très heureuse de vous avoir ce soir. Ça fait plaisir et chaud au cœur. Du coup, Algoba, cette année, on a lancé une recherche qui vise à mesurer l'impact de nos ateliers de danse comme thérapie. C'est une thérapie qui allie danse et groupe de parole. Et on œuvre auprès de femmes victimes de violences sexuelles en région Île-de-France. Et ça depuis 2019. Et pendant cette recherche, elle a duré 3 ans. Et le but, pendant ces 3 années, c'est de créer des temps de rencontre comme ce soir, afin de partager et d'échanger sur la thématique des violences sexuelles, du psychotraumatisme et des thérapies psychocorporelles, et évoluer tous ensemble dans cet enjeu global. Et c'est pour ça qu'on souhaite adopter une démarche transversale afin de mieux comprendre tous les aspects de cette enjeu de société. Ce soir, notre thématique portera sur quelle prise en charge de la santé mentale pour les femmes victimes de violences. Dans un premier temps, il y aura une discussion entre Héloïse et Christelle, doctorante en psychologie, qui mène à bien cette recherche. Un second temps, avec des actrices de terrain qui travaillent sur les thématiques de santé sexuelle et de violences sexuelles sur les femmes, que j'animerai. On aura l'occasion, à la fin de ces 2 temps, d'avoir un échange ensemble où vous pourrez poser vos questions. Et à la fin de cet événement, on aura l'opportunité de partager un temps de convivialité, c'est-à-dire se restaurer, se rassasier, parce que c'est de la vraie nourriture et non une collation. Donc voilà. Je laisse la parole à Héloïse pour ce premier temps. Merci beaucoup. Je vais accueillir Christelle, qui est notre doctorante en psychologie. Pour commencer ce temps, pour les deux, je pense que simplement, je vais te demander est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à le voir. Oui, tout à fait. Je suis Christelle Tomasescu, je suis psychologue clinicienne. J'ai été diplômée d'un master de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé en juin 2021, donc c'est tout récent. J'ai une spécificité légale, ça veut dire que j'ai été formée à prendre en charge des victimes et des auteurs de violences. Et donc, en fait, tout au cours de mon master, j'ai pu travailler sur le traumatisme, sur la violence, et j'ai réalisé mon mémoire sur les femmes et la violence. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément du dispositif que tu vas étudier? Oui, parce que donc, du coup, aujourd'hui, je suis en thèse. J'ai rejoint Algoba en septembre pour réaliser une thèse sur le dispositif de soins qui a été
qui a été créé par l'un des fondateurs de l'association LOBA, Boléwa Sabourin. C'est un dispositif de soins qui s'appelle Recréation. C'est un groupe à visée thérapeutique qui est constitué d'un temps de parole et d'un temps de danse. Et donc, en fait, ce dispositif il a été inspiré par les actions de la Fondation Panzi. Il est testé une première fois en 2017 en République démocratique du Congo. Et ensuite, il est implémenté en France à Paris en février 2019. C'est important pour l'OBA de garder des liens étroits avec les zones de conflit. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les violences sexuelles, elles sont utilisées comme arme de guerre dans ces zones de conflit. En République démocratique du Congo, les chiffres sont compliqués à avoir. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées pendant le génocide de 1994 au Rwanda. Et entre 20 000 et 50 000 femmes ont été violées durant la guerre en Bosnie au début des années 1990. Merci pour ce rappel des chiffres. C'est toujours important d'avoir des données chiffrées. À ce jour, comme on le voit, on est basé sur Paris. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler des structures avec lesquelles on travaille? Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'OBA intervient dans plusieurs structures. Je vais vous les lister rapidement. Donc, au Captif La Libération, qui accompagne des femmes en situation de prostitution. Icambéré, qui est une association qui accompagne des femmes porteuses du VIH. L'hôpital Avicenne et l'hôpital Bichat, on intervient dans les services des maladies infectieuses et tropicales. Et ensuite, dans les PASS Avicenne et Lariboisière, les PASS, ce sont les permanences d'accès aux soins de santé. Et on intervient aussi au sein du CHS Cœur des Femmes, CHS, Centre Hospitalier Spécialisé. Donc, ce dispositif, il a été implémenté en France, dans un contexte où, en 2017, on a 219 000 femmes majeures qui déclarent avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. Et ensuite, on estime à 94 000 les femmes âgées entre 18 à 75 ans qui ont été victimes de viols ou de tentatives de viol au cours d'une année en France. Donc en fait, face à la diversité et à la complexité des situations qui ont été rencontrées chez les femmes qui accompagnent l'OBA, on a pu identifier des manques dans l'accompagnement spécifique de ces problématiques, et notamment le fait que parfois, les accompagnements proposés sont inaccessibles aux femmes qui ont une composante culturelle spécifique, c'est-à-dire qu'on va plutôt, avec la thérapie de recréation, mettre en avant la prise en charge globale et pas individuelle. On pourra en parler plus tard d'ailleurs. Et ensuite, l'objectif de cette thérapie, ça va être d'accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction individuelle, psychique et sociale, en leur permettant de s'engager dans un parcours de rétablissement avec une réappropriation de leur corps, de leur capacité d'expression, à travers la danse. Donc en fait, c'est ce qu'on va formaliser dans cette recherche, qu'on a appelé Valencer, qui permet de la danse, et parce que il s'agit d'un dispositif, il s'agit de la validation d'un dispositif de danse comme thérapie en co-animation. Ouais. Merci. Est-ce que, c'est aussi une belle étude de recherche, est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, tout à fait. Donc effectivement, je suis dirigée sur ma thèse par 3 personnes. Donc, 3 personnes qui sont en 3 universités différentes. Ma directrice de thèse, qui est le docteur Rose-Angélique Belot, qui est maître de conférence en psychologie clinique, habilitée à diriger des recherches à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon. Ensuite, j'ai un co-directeur qui est le docteur Aziz Essadek, qui est maître de conférence en psychologie clinique et qui est, lui, à l'université de Lorraine, à Nancy. Et enfin, j'ai un deuxième co-directeur qui est le docteur Christophe Kess et qui fait de la recherche et qui enseigne à la Queen Mary University of London, donc à Londres. Et voilà. Donc, en fait, ces 3 personnes-là, elles dirigent ma thèse, mais elles ont aussi été psychologues cliniciens sur le terrain. Donc, elles ont de l'expérience, et notamment de l'expérience sur la prise en charge du trauma. Ils ont pu travailler dans la protection de l'enfance,
à l'ASE, dans des CMP, donc des centres médico-psychologiques. Ils ont travaillé aussi sur la thématique de la prostitution et de la violence. Et alors, Pascal, dis-nous un peu. Est-ce que tu penses que notre thérapie elle est innovante? Et bien justement, c'est le but de cette recherche, de savoir si la thérapie de récréation est innovante. C'est un processus qui va durer 3 ans, les 3 années de ma thèse. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le dispositif comporte 3 choses. Donc, un binôme qui comporte un danseur et un psychologue et ou un victimologue. La thérapie, elle utilise la médiation corporelle qui va permettre d'exprimer différemment les difficultés psychologiques. Et puis, elle utilise la TCI, donc la thérapie communautaire intégrative, qui a été créée dans les favelas au Brésil et qui met en fait le groupe et la communauté, comme j'en parlais tout à l'heure, au centre de la prise en charge, avec une véritable horizontalité, c'est-à-dire que le thérapeute n'est pas en position de sachant dans le groupe. Et donc, en fait, après, si c'est concluant, si ça montre qu'effectivement c'est innovant, et ben, il s'agira de dupliquer ce dispositif-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment que le plus de personnes puissent en profiter, donc en France et en zone de conflit, comme on en parlait au début. Merci d'avoir été franche. Du coup, par quelle étape vas-tu passer pour mener à bien ta recherche? Parce que sur 3 ans, c'est long. Donc, j'imagine qu'il y a aussi vraiment des étapes clés. Oui, tout à fait. Donc, 3 étapes. D'abord, on va évaluer l'impact du dispositif. Ensuite, on va pouvoir, à partir des premiers résultats, modifier et ajuster la prise en charge. Et enfin, on va valider les résultats. Et donc, cette recherche, c'est aussi, en tout cas pour nous, le moyen d'avoir une légitimité scientifique. Donc, j'imagine, pareil, que on va tout à l'heure sur les étapes, j'imagine que tu as aussi des critères scientifiques. Donc, est-ce que tu peux un peu nous décrire du coup, ces critères? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on va évaluer des choses précisément. On va évaluer des symptômes, on va évaluer le fonctionnement psychologique, pardon, et on va évaluer aussi des éléments internes, externes. Les éléments internes, c'est le fonctionnement psychologique. Donc, les symptômes, on va regarder les symptômes d'état de stress post-traumatique, on va regarder les symptômes de stress, d'anxiété et de dépression. Et là, on va chercher à savoir s'ils diminuent grâce à la thérapie. On va s'intéresser aussi donc, au fonctionnement psychologique, c'est-à-dire que là, on va mesurer l'évolution, on va regarder s'il y a une évolution à ce niveau-là. Et ensuite, des éléments externes, ça va être plutôt la qualité de vie, la qualité des relations sociales et de la santé. Et là, on va chercher à savoir si ça s'améliore. Et dernière question, comme tu le sais très bien depuis que tu es arrivé, ça fait un moment qu'on souhaite au sein de comme je disais tout à l'heure, faire une recherche notamment sur les femmes victimes de violences. Pourquoi c'est important de la faire maintenant, en 2021, et pas un autre moment? Enfin, on va regarder un peu le contexte. Oui, et ben, en fait, aujourd'hui, les répercussions de la violence, elles sont sociétales et économiques, notamment. Sociétales parce que sur le plan international, il n'y a aucun pays qui est épargné par la violence psychique et sexuelle que subissent les femmes. Et lorsque les discriminations s'accumulent, les femmes sont exposées à un risque accru de violence. Pour vous donner un exemple, on va avoir des femmes autochtones au Canada qui ont 5 fois plus de risque de mourir des effets de la violence que les autres femmes du même âge. Donc en fait, on parle d'un continuum de la violence qui peut mener à terme à des problèmes de santé physique et mentale, notamment avec des consommations de drogue, d'alcool, des tentatives de suicide. En France, en 2014, il y a 70% des femmes qui déclarent des violences graves au sein du couple et qui estiment que ça leur a causé des dommages psychologiques importants, voire très importants. En 2018, il y a seulement 27% des femmes qui ont subi des violences conjugales, physiques et ou sexuelles, qui ont été vues par un médecin à la suite de ces violences. Et sur ces femmes-là, il y en a très peu qui vont consulter un psychologue ou un psychiatre. Donc en fait, et en plus, on sait que toutes les femmes qui subissent des violences ne les déclarent pas. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir proposer un dispositif de soins adapté à la prise en charge des femmes victimes de violences et un dispositif qui soit accessible et adéquat aussi.
Et enfin, donc, parler d'un impact économique, parce que les violences subies entravent les capacités d'adaptation et le fonctionnement social, y compris la participation à la vie économique. Et en 2012, on parlait d'un coût de 3,6 milliards d'euros en France, en hypothèse basse, de la violence faite aux femmes. Donc en fait, une meilleure prise en charge de la santé mentale des femmes victimes de violences, bah, c'est essentiel. Ça passe par une diversification de l'offre de soins, pardon. Ça passe aussi par l'innovation dans les thérapies, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça passe par le financement de projets et puis forcément par les acteurs et actrices de terrain. Merci beaucoup, Tessa. Comme tu viens de le dire, il est vraiment important de mettre en avant les acteurs et actrices de terrain qui travaillent tous les jours sur la question de la prise en charge des femmes, notamment victimes de violences et des personnes exilées. Donc, on va donc laisser la place pour accueillir les intervenants de la table ronde et notre collègue Amandine. Merci à vous. Bonsoir, mesdames. Merci d'être présentes. C'est un plaisir de vous avoir, sachant qu'en plus, chacune, pour la première, vous travaillez au temps et pour vous travaillez avec elle à Vicenne. Ça fait depuis 2019 que vous travaillez avec la thérapie de création. Vous êtes nos plus vieilles partenaires. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter chacune. Donc à ma droite, nous avons Rose Miguel. Non, c'est Rose Miguel. Miguel, excusez-moi. Miguel Rose. Vous êtes conseillère en droits humains. Conseillère en santé sexuelle Et en santé humaine. Conseillère en santé sexuelle et droits humains. Voilà, tout à fait. Et médiatrice en santé. Oui. Avec Candé. Tout à fait. Et du coup, à sa droite, il y a Claire Panté. Vous êtes médecin infectiologue. Vous travaillez à l'hôpital Avicenne et à l'hôpital de Bichat. Et au sein du service maladie infectieuse et tropicale. Okay. Du coup, ce que je peux proposer, c'est faire un premier tour de table pour que vous nous présentiez votre dispositif et les actions que vous mettez en place au sein de vos structures respectives. Donc, si vous voulez commencer, c'est celle qui veut commencer. Bonsoir tout le monde. Bon. Bonsoir tout le monde. Je mets la discipline en amont, je m'appelle Rose Miguel. Je suis conseillère en santé sexuelle et médiatrice en santé à l'association Épaméré, qui est un lieu ressources, un centre de ressources qui accompagne les femmes infectées par le VIH, et je précise bien, les femmes vulnérables infectées par le VIH, jusqu'à l'autonomie par le biais de l'insertion sociale et professionnelle. Et ce travail ne se fait pas seulement à Épaméré seul, on ne le fait pas seul, c'est un travail de réseau sur le terrain. Nous recevons des femmes, si c'est une problématique comme les violences sexuelles, nous les orientons vers un partenaire différent. De la Fontaine. Et aussi, Épaméré met des actions hors les murs, telles que les actions de prévention, la permanence hospitalière et aussi les actions de dépistage. Pour accompagner ces femmes jusqu'à leur autonomie, Épaméré a 3 pôles, travaille sur 3 pôles autour de ces femmes. Il y a le pôle social. Le pôle social est constitué de l'écoute, de l'accompagnement et de l'accueil. Et ce pôle est géré par 5 assistants sociaux. Et dans le cadre de ce pôle, il y a des activités autour de ces femmes, par le biais des entretiens individuels. D'abord, elle est reçue par l'assistant social qui identifie ses besoins et pendant l'accompagnement, elle essaie de résoudre ses problèmes. Mais il y a aussi
des activités collectives, telles que des ateliers. Je vais donner quelque chose de très précis, ce qui se fait concrètement à Ikambéré. Du lundi au vendredi chaque semaine, on offre à ces femmes un repas gratuit, déjeuner, parce que c'est les femmes qu'on appelle au camp Ikambéré, ce sont des femmes dans un état de précarité plus. Et aussi, il y a des ateliers de fitness, il y a des ateliers de la société esthéticienne, nous le savons très bien, une personne qui arrive à Ikambéré, on le sait bien, ce sont des personnes, vous voyez déjà, dans leur corps par le VIH, dans leur cœur parce qu'elles ont abandonné des enfants, aussi qu'elles ont subi des violences pendant leur parcours migratoire, pas seulement dans leur parcours migratoire, même aussi ici en France, mais aussi dans leur pays d'origine, et aussi dans leur tête parce qu'elles se retrouvent dans un lieu inconnu. Elles se retrouvent et elles ne savent pas quoi faire. De redonner ou de reconquérir l'estime de soi qu'elles ont perdu. Et les ateliers de l'expression corporelle, ateliers de danse-thérapie, je pense que je ne veux pas trop parler dessus. Il y a une question et il y a un témoignage d'une femme, c'est elle qui va vraiment parler et pas moi. Et nous invitons à titre bénévole les médecins dans les 13 hôpitaux où nous faisons la permanence hospitalière pour former les femmes, les informer sur la maladie. Il y a ce groupe qu'on appelle le groupe Roseau. Il y a quelques années de cela, vivre longtemps avec le VIH, c'est un mythe. Mais aujourd'hui, on vit avec le VIH. On vieillit avec le VIH. Et alors, Ikambéré, qui est pratiquement 75% des bénéficiaires d'Ikambéré sont d'Afrique subsaharienne, et on sait notre culture parfois ne nous permet pas, c'est comme si c'était des casiers dans lesquels on se retrouve. Une personne senior ne peut pas s'asseoir devant une jeune fille et parler de sa sexualité. Déjà, ce groupe a été né et elles ont baptisé ce groupe Roseau. Nous savons très bien que le Roseau, c'est cette terre-là qui bouge au gré du vent, mais ne se rend pas. Tout simplement pour dire, malgré le VIH, la vie continue. Il y a l'atelier des mères et enfants. Éduquant l'enfant en Afrique, ce n'est pas la même éducation ici en France. Donc, il y a une psychologue qui les aide, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle l'éducation parentale, pour leur dire comment est-ce elles peuvent fonctionner. Parce que parfois, elles sont frustrées. Parce que la plupart des mamans, nous sommes les mamans commando. Les mamans, vous le savez très bien, maman, on est des mamans commando. Allez, mettre au mur. Ici, c'est pas mettre au mur. On dit alors, il faut lire des petits contes. Parfois, c'est celle qui nous donne des écrit. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et voilà, autant, pendant ces ateliers, des réponses, la psychologue apporte des réponses à leur questionnement. Nous avions ce qu'on appelle l'appartement passerelle. C'est 5 appartements qui logent 10 femmes. On dit passerelle. Et pour que les femmes qu'on héberge dans ces ateliers, ce sont des personnes qui ont des polypathologies. Ce n'est pas seulement le VIH, celles qui ont le VIH, parfois le cancer, ou celles qui sont dans un état dramatique. On les met là et on les accompagne jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. Là, c'est le pôle social. J'attaque maintenant le pôle insertion professionnelle. Nous avions 2 professionnels qui accompagnent les femmes dans le cadre de l'insertion professionnelle. À Ikambéré, c'est un peu spécial. Nous avions des partenariats avec certaines fondations, telles que la Fondation Vente Privée, qui parfois vient à Ikambéré pour faire le coaching. C'est-à-dire que tu sois avec le papier ou pas, les femmes participent à ces ateliers pour les préparer aux éventuels entretiens. On est certain qu'elle aura son titre de séjour, elle va travailler. Alors, elles sont là, on les apprend comment est-ce qu'on peut rédiger un CV, comment se tenir pendant un entretien et comment aussi se vêtir. Parce que tu ne vas pas aller avec ton panier et avec ton gros foulard sur la tête. Non, on leur dit non, le contexte est différent. Et nous avions le pôle santé. Le pôle santé porte déjà sur la prévention et le dépistage. Et aussi la prévention dans les foyers migrants. Et le dépistage, nous faisons le dépistage VIH et VIH-C, et d'ici quelques temps, on va faire le test de l'hépatite B. Nous faisons aussi le dépistage communautaire à la place du marché de Saint-Denis, ainsi qu'à la place de Tilleul,
Je ne sais pas s'il y a certains parmi vous, on appelle de dire, il y a beaucoup de prostituées, de romaines qui sont là. Donc, on fait le dépistage là-bas. Et aussi, nous faisons de la prévention dans des foyers migrants. Dans des foyers migrants, dans pratiquement 10 à 11 foyers, 10 à 11 foyers migrants. Et aujourd'hui, Ikambere s'est éclaté en trois. Ikambere, c'est-à-dire la maison accueillante en Kinyarwanda, qui a été fondée par Mme Bernadette Guerra en 1997. Aujourd'hui, Ikambere s'est éclaté en trois grandes maisons. Il y a déjà la première, qui est à Saint-Denis, qui accompagne les gens vivant avec le VIH. La seconde, c'est la maison reposante, qui est une valeur ajoutée à cet accompagnement. Plus tard, je vais un peu revenir dessus. Et aujourd'hui, il y a la maison qui est Ivry, qui va accompagner les femmes qui souffrent du diabète, de l'hypertension et de l'obésité. Voilà, en grosso modo, ce qui va vous parler du Ikambere. Je ne vais pas terminer, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très intéressant parce que ça nous permet de nous rendre compte que la prise en charge, il y a un volet social, il y a un volet médical, quand c'est pluridisciplinaire, il ne faut pas juste se focaliser. Normalement, il ne faut pas juste se focaliser juste sur un secteur et il y a tout à prendre en compte de manière holistique et ça, on le dit souvent entre nous. Et du coup, vous, Claire Conté, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de l'hôpital Avicenne? Donc, moi, je travaille en maladie infectieuse à Avicenne dans un dispositif qui s'appelle le dispositif Parcours. Et dans ce dispositif, on accompagne des femmes et aussi des hommes qui ont vécu des violences sexuelles dans le cadre de leur parcours migratoire, soit comme motif d'exil, soit sur la route, soit à l'arrivée en France, et qui sont éloignés du soin et du droit. Au sein de cette équipe, on reçoit les personnes qui nous sont orientées soit par des collègues hospitaliers, soit par des associations, soit par des centres de demandeurs d'asile, des avocats, etc., qui sont reçus d'abord par un médecin, un infectiologue, pour une évaluation. C'est une consultation assez longue qui dure environ 1 heure. On va essayer de retracer le récit de vie de la personne et d'identifier ses besoins avec elle. Et ensuite, si la personne le souhaite, on lui présente aussi le dispositif, on lui parle de ce qu'on peut apporter et puis on bénéficie d'un accompagnement individuel en consultation. Donc là, il y a une équipe pluridisciplinaire. Comme je disais à Amandine, voilà, on est tous d'accord pour l'accompagnement des violences sexuelles, qu'il faut un accompagnement holistique. Donc il y a des médecins, mais il y a aussi des sexologues, infirmières d'éducation thérapeutique qui connaissent une pathologie associée comme le VIH par exemple. Ce n'est pas le cas de toutes nos patientes, mais de 30% d'entre elles. Il y a une psychologue, il y a une diététicienne, gynécologue, médecin de la douleur, et voilà à peu près, si je ne me trompe pas, et assistante sociale. Donc, il y a aussi cet accompagnement individuel médical, il y a l'assistante sociale qui fait l'évaluation des besoins autour des droits, d'ouverture des droits de santé. Et puis, depuis peu, on a une juriste qui a rejoint l'équipe et qui accompagne les personnes qui sont demandeuses d'asile pour préparer les entretiens, dans les situations aussi un peu bloquées de personnes qui auraient demandé l'asile, qui auraient été déboutées, de voir est-ce qu'on peut redéposer quelque chose ou pas, faire de l'accompagnement autour du type de séjour pour soins aussi quand il y a une pathologie chronique. Et on propose un accompagnement collectif, avec des ateliers, dont l'atelier LOBA, qui est aussi notre plus vieux partenaire à Avicenne. Donc, toutes les semaines, il y a des ateliers qui sont proposés de danse comme thérapie, de théâtre, de sport, avec une orientation plutôt sur les sports de combat. Il y a eu un atelier photo l'année dernière qui a donné lieu à une exposition, des ateliers de yoga et socio-esthétique, avec la socio-esthétique en accompagnement collectif, puis aussi en accompagnement individuel. Et puis, il y a aussi de l'ostéopathie et la sophrologie. Donc, pareil, en accompagnement individuel, en accompagnement collectif. Donc, sur Avicenne, on accompagne à peu près 150 personnes, un petit peu plus à Bichat.
Et ces personnes, elles sont suivies en moyenne 2 ans dans le dispositif. En fait, il n'y a pas très bon critère de sortie. C'est quand la personne a trouvé une stabilité, qu'il y a un relais médical en ville qui est possible, qu'il y a une sécurité dans l'ouverture de ses droits, une sécurité dans son hébergement aussi, et que là, assez naturellement, en fait, elle sort du dispositif. Voilà, et donc, comme on est dans les services de maladies infectieuses et pas dans un service de gynéco, comme c'est un peu plus habituellement le cas, on a une orientation un peu infectieuse avec la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, du VIH, de l'hépatite B, et puis aussi toutes les questions autour de la PrEP, donc prophylaxie pour les personnes qui ont des rapports sexuels non protégés ou qui ont des conjoints infectés par le VIH. Voilà, donc les problématiques initiales, ça peut être autour de l'excision. On a aussi une consultation dédiée à l'excision, des mariages forcés, comme on a dit au départ, de discrimination via une maladie, de problématiques d'homophobie aussi. Et puis, sur le parcours, avec les passages en vie notamment, parcours migratoire qui sont très traumatiques. Et puis, à l'arrivée en France, parfois des patients qui sont en situation de travail du sexe. Je pense notamment à la population de femmes plutôt originaires du Nigeria. Donc, pas mal qui consultent dans notre dispositif. Voilà, et ça, c'est l'accompagnement des patientes et des patients. Et puis, il y a l'accompagnement des professionnels aussi. Et on travaille vraiment depuis l'année dernière à l'accompagnement des professionnels qui sont au sein de l'équipe, qui sont exposés à ces récits de violence et puis qui travaillent dans une institution qui n'est pas toujours très douce non plus, qui est l'institution hospitalière. Donc, on réfléchit à nos systèmes d'organisation et de voir comment on peut assurer un bien-être et une pérennité aussi chez les professionnels qui travaillent dans les structures. Donc, pour ça, on a un accompagnement régulier en supervision. Et puis, plus récemment, on a un design organisationnel pour modifier un peu notre gouvernance et notre façon de travailler ensemble un peu plus horizontale. C'est un challenge de l'assistance publique. Ok. Et je me demandais, avec le contexte sanitaire, est-ce que vous avez remarqué des évolutions dans la prise en charge de la santé mentale des femmes? Est-ce que c'est une thématique qui revient de plus en plus souvent auprès des professionnels, auprès des patients? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que Rose, vous allez pouvoir aussi rebondir sur cette question-là. Alors, c'est vrai que pendant le Covid, le parcours existait déjà, même si c'est un dispositif qui est jeune. C'était le tout début du parcours, c'était 2018 à l'ICEM et 2017 à l'ICHA. Et pendant la pandémie de Covid, quand on était en maladie infectieuse, il y a une partie de l'équipe qui est retournée plutôt sur le Covid plutôt que sur le parcours, mais il y a toute une partie de l'équipe parcours qui a gardé le lien avec les patientes, qui a réalisé une veille téléphonique le plus souvent et puis parfois aussi en présentiel, de savoir comment ça se passait, notamment au niveau alimentaire, comme il y avait beaucoup d'associations qui avaient fermé, comment elles se nourrissaient, en termes de logement, comment ça se passait. Donc la psychologue, la médiatrice, d'autres personnes de l'équipe, les médecins infectiologues ont vraiment un gros travail pendant le Covid. Et puis il y a eu beaucoup de questions aussi autour de est-ce qu'on garde des ateliers, qui étaient des ateliers collectifs. Ça a posé plein de questions. Et récemment, il y a une étudiante qui a fait sa thèse justement là-dessus, qui avait interrogé les patientes pour savoir comment elles avaient vécu le confinement. Et ce qui ressortait, c'était une majoration des symptômes psychiatriques, donc reviviscence des cauchemars, de l'anxiété, des symptômes dépressifs, mais finalement qui sont assez parallèles à ce qu'a vécu la population aussi en France. Donc, une majoration de ces symptômes-là, mais n'était pas très étonnante par rapport aussi aux autres personnes qui étaient dans le même contexte. Et puis, par contre, un sentiment exacerbé de la précarité. C'était déjà difficile d'être logé, de manger, etc. Mais là, c'était encore plus complexe. Alors, ça n'a pas été le cas de toutes les femmes parce qu'il y a aussi eu des logements qui se sont ouverts pendant le Covid. Donc, des patients qui étaient à la rue qui finalement se sont retrouvés logés pendant le confinement. Alors, sur le coup, c'était super. On a eu, je me souviens, à peu près une dizaine de patientes qui enfin étaient logées.
Sauf que ça a été assez éphémère. Donc, du coup, quand il y a eu le déconfinement, ils se sont retrouvés à la rue. Je pense à une patiente notamment qui s'est retrouvée à la rue enceinte avec mois de grossesse. C'est vraiment des choses qui sont très choquantes. Et puis, bon, certaines qui disaient avoir déjà vécu, connaître ce qu'était une pandémie. Je pense à des patientes qui avaient pu connaître Ebola dans leur contexte, voilà, qui savaient ce que c'était se confiner, faire attention, les gestes barrières, etc. C'était pas totalement inconnu pour elles. Et puis, ce qui a été difficile, c'était l'éloignement par rapport à leur famille aussi, dans ce moment de panique de l'arrivée du Covid, avec des gens au pays qui pouvaient être malades, à qui elles avaient l'habitude d'envoyer de l'argent, et là, quand elles ne travaillaient plus, elles ne pouvaient plus envoyer de l'argent. Donc, il y a des patients qui se sont vraiment retrouvés déchirés par rapport à ça. Voilà, et je trouve que c'est bien. Avec Ikambéré, dans le cadre du Covid, on vient de le dire, Dr Kanté, c'est presque, je peux dire presque la même chose, mais Ikambéré, face à cette crise, a pris déjà, le public Ikambéré accompagne, c'est un public fragile, vulnérable, et qui était précaire, et le Covid est venu davantage aggraver la situation. Mais Ikambéré n'est pas resté tranquille ou était insensible, non. Qu'est-ce que Ikambéré a fait? Déjà, les médiatrices en santé faisaient des appels téléphoniques pour leur apporter le soutien moral et savoir comment elles vont, comment ça se passe. Et une fois par mois, une fois par semaine, autant pour moi, on leur donnait des colis alimentaires. C'était toujours un moyen de leur faire sortir un peu de la maison, de retrouver le père et d'échanger. Ce qui était un peu spécial, parce que je suis responsable de cette activité, ce qui était un peu spécial, quand elles arrivaient, elles passaient tout le temps à papoter. On a compris que, là, à la maison seule, elles n'avaient plus ça. Parce que l'échange d'expériences des pères, c'est une grande force à Ikambéré. C'est ça qui le tient, c'est ça qui le porte. Et pendant les colis alimentaires, malgré le temps, on disait, il y a Covid, il ne faut pas vous agglutiner comme les abeilles. Oh là là, quand tu tournes le dos, tu les retrouves en train de papoter, la tête sur la tête, tu es obligé de dire, allez les filles, allez respecter les mesures barrières. Mais on comprend que le moment là, c'est le moment idéal pour elles. Et quand nous avions fait l'analyse de ces données, on s'est rendu compte que vraiment il est important de faire cette prise en charge mentale des femmes qui ont subi des violences. Parce que le VIH, c'est une vraie violence. Pas seulement une violence physique, c'est une violence psychologique. Quand je parle de violence psychologique, nombreuses ont été rejetées par leur famille parce qu'elles sont infectées par le VIH. Des personnes elles ont été stigmatisées, ce qui a engendré l'autostigmatisation, vous le savez bien, c'est-à-dire elle crée une bulle dans laquelle elle rentre et ne communique plus avec aucune personne. Et parfois, c'est cette autostigmatisation qui fait que ces femmes se mettent en route pour fuir la famille, parce que les membres de la famille les considèrent comme la honte de la famille, les considèrent comme des femmes de mauvais mœurs, autant de choses. Donc, quand nous avons fait l'analyse des données, on s'est rendu compte que beaucoup encore se sont encore retombés dans l'isolement. Parce qu'à Ikambéré, c'est de briser cet isolement. Nombreuses n'avaient plus de quoi manger, parce qu'on leur donne des repas tous les jours du lundi au vendredi. On a compris que le soutien nutritionnel est quelque chose d'important, malgré le fait qu'elle soit là une fois par semaine pour avoir de quoi manger. On s'est rendu compte aussi que certaines sont un peu sorties du circuit de prise en charge. Peut-être docteur Tanté va me dire, certaines sont un peu sorties du circuit. Elles disent non, j'ai peur d'aller à l'hôpital, je risque d'arriver à l'hôpital et d'être contaminé. Donc, voilà un peu, en grosso modo, ce que Ikambéré a vécu, mais qu'à cela ne tienne, on continue toujours à leur accompagner malgré
ce Covid qui est là, mais on tient bon. Et je permets juste de revenir sur ça, c'est vrai qu'en atelier, ça revenait beaucoup cette peur de se déplacer, Oui. la peur d'être contaminé, mais il y avait aussi le fait du contexte politique, où il y avait, où les politiques de contrôle étaient accélérées, il y avait la peur aussi d'être contrôlé constamment, parce que pour se déplacer, il faut avoir une attestation, il faut toujours prouver, quelque chose, quoi. Sortir une pièce d'identité, et quand on est en situation irrégulière, bah, c'est un peu une situation très stressante psychologiquement que de savoir qu'on va être contrôlé constamment, d'autant plus quand on vit dans des zones qui sont surcontrôlées en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressortait pas mal dans les ateliers. Oui, mais Cambéré a pris des dispositions. Cambéré remettait à chaque femme des attestations. Celles qui ne savent pas lire, on les aide à remplir. Donc, on leur donne des attestations. Je vais vous recevoir, je ne crois pas que je vous sens trop. Oui, je disais que les Cambéré, pour faciliter les déplacements des filles, on leur donnait des attestations. Pour ceux qui ne savent pas écrire, on remplissait, on les aidait à remplir leur attestation. Au niveau du Cambéré, on avait des difficultés, sauf celle qui a peur de sortir. Mais quand elles arrivaient à Cambéré, on leur remettait à main propre les attestations. Voilà. Et dans cette thèse aussi qu'ils avaient fait, on parlait des ateliers et puis de la place du dispositif parcours, ce que ça avait pu représenter pour elles. Et effectivement, entre les deux périodes de confinement, le fait de pouvoir venir aux ateliers, c'est vraiment sorti dans les entretiens. C'était quelque chose qui les maintenait en vie pour reprendre les participants. Et en fait, elle trouvait à l'hôpital un endroit de repos, d'accueil et de repos. Ça, bon, on est content d'entendre ça à l'hôpital. Je vais parler pour la représentation qu'on va avoir. Et je rebondis sur ce que tu disais, oui, le fait d'avoir la peur des contrôles aussi, ça c'était assez important. Je vais juste ajouter quelque chose. Quand on a ouvert les portes du Cambéré, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes. C'est-à-dire, c'est comme si elles renaissaient. Elles disent vraiment, j'ai souffert étant seule dans ma chambre du 115. Le fait que je revois mes pères, ça me redonne encore la force de tenir bon et d'avancer. Du coup, ce serait intéressant que vous parliez des solutions qu'on mettait en place pour concrètement à Cambéré sur ces sujets-là. Cambéré, comme je l'ai dit, nous avons notre projet autour de ces femmes pour accompagner ces femmes. Et je viens de vous parler concrètement en semaine, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on me donne à manger du lundi au vendredi, un repas équilibré. Nous avions le fitness le mercredi et le vendredi, 2 fois par semaine. La socio-esthéticienne, elle est là le mardi, la diététicienne le mercredi, l'OBA, la danse-thérapie le lundi, l'expression corporelle soit le jeudi ou le mercredi, et les assistants sociales accompagnent ces femmes de façon individuelle, et la spécificité du Cambéré, c'est quoi? L'accompagnement est indéterminé. Même si on t'accompagne à ce que tu sois autonome, quand tu es en face d'un problème, tu reviens à l'Cambéré et tu revois l'assistance sociale et elle continue l'accompagnement. Donc voilà en grosso modo ce que l'on fait, et c'est ce qui se fait tout à Cambéré. Et aussi la valeur ajoutée, que j'ai parlé de la maison reposante, qui est aussi une valeur ajoutée à l'accompagnement de ces femmes. La maison reposante, c'est quoi? C'est un lieu de repos et de bien-être. Et on fait 5 jours, on quitte 5 jours, d'abord en amont, on demande aux femmes si elles veulent bien y aller, parce qu'on sait que ce sont des femmes précaires, et parfois elles
elles n'ont pas le temps. Quand je dis le temps entre guillemets, c'est parce que la personne qu'on accompagne et qui est précaire met souvent l'accent sur l'urgence. Même ce qui est important pour elle, parfois, elle te dit vraiment, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Parce que ces femmes sont des femmes qui ont laissé des enfants en Afrique. Elles ont des responsabilités, elles sont sans papier et il faut prendre soin, il faut prendre en charge les enfants. Donc, parfois, on se rapproche d'elle, vraiment, j'ai la volonté d'y aller, mais je suis en train de faire un petit truc qui va m'aider à prendre soin des enfants. On est des parents, on comprend très bien, mais on arrive toujours à leur faire comprendre le bien fondé de ce petit séjour parce que ça leur permet de se poser. Et quand on y arrive, on n'arrive pas à la maison reposante. Nous sommes dans le 95, dans Annelle-la-Vallée. On ne passe pas toute la journée, on ne dort pas, non. Il y a aussi des activités. Des activités telles que la danse, la marche nordique. Il y a la bourse. Une charge. Bon, là, on appelle ça Taïwan. Bon, si j'ai essayé de faire ça. C'est bon, ça. Il y a la danse, telle que la rumba, l'art plastique, et les accompagnatrices qui sont les médiatrices de l'association, nous jouons un rôle un peu précis, qui est celui de la prévention et de l'E2P. Parce que c'est vraiment très important, mais c'est relax. C'est vraiment relax. La découverte du village, elle se réveille à 9h, prend le petit déjeuner à 9h30, et le déjeuner est prêt, elle mange, elle se pose, et en bref, c'est nickel, quoi. Je vous exhorte de visiter cette maison. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, je me souviens, quand vous avez ouvert cette maison, les retours étaient hyper positifs. Les femmes étaient très sereines. Et ce qui est marquant, c'est qu'en fait, dans la prise en charge des femmes victimes de violence, la question du repos, en fait, se reposer du stress quotidien, des rendez-vous médicaux, préfecturaux, etc. Et qu'elles n'ont pas beaucoup l'occasion de se reposer. Et ça me fait penser aussi à la thématique du sommeil chez les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ont du coup voilà, certains troubles. Ben, ça revient pas mal de fois, cette difficulté à dormir, à se reposer, à se détendre. Et ce qui, au départ, pour qu'on les convainque, c'est un challenge. Mais le samedi, le jour du retour, mais est-ce qu'on ne peut pas prolonger le séjour? Je rejoins, je vais juste apporter de l'eau à son moment. Et du coup, est-ce que vous voyez des enjeux très importants pour, je sais pas, pour ressortir? Les enjeux importants pour sortir. Oui, l'enjeu fondamental du Cambéré, c'est qu'à la fin, que ces femmes soient autonomes. C'est cet enjeu, il faut qu'elles soient vraiment autonomes. Parce que quand elles arrivent à Cambéré, elles sont sans domicile fixe, elles sont sans papier, précaires, elles sont complètement démunies tant dans le corps que dans la tête. Donc, pour Icambéré, la mission finale, c'est que ces femmes soient autonomes. Et elles ne doivent pas être seulement se lever au matin pour être autonomes. Il y a l'écoute active que font les assistants sociaux auprès de ces femmes. Les médiatrices de santé aussi jouent un rôle fondamental auprès de ces femmes. Les ateliers qu'on organise, tels que l'expression corporelle, la danse-thérapie, l'atelier de la société, c'est autant d'éléments qui nous permettent de relever ces enjeux. Parce qu'au départ, quand elles arrivent, ce sont des personnes, comme je l'ai dit, des personnes qui n'ont pas où dormir. Déjà, être migrant, ça relève aussi, il y a ce côté inconnu. Tu quittes, tu arrives dans un pays que tu ne connais même pas. Peut-être tu as vu des photos, des films, et tu arrives ici, tu es complètement déboussolé. Donc, face à tout cela, Icambéré essaie de relever ces enjeux par tous les projets dont j'ai essayé de citer en amont. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et toi, Pierre, est-ce que...
Ouais, par rapport aux enjeux. En fait, c'est des démarches, je pense, différentes, mais assez similaires dans leur objectif. On partage chacune dans l'institution dans laquelle on est. Les femmes qu'on accueille, non seulement elles ont vécu un parcours puni des violences, mais il y a des conditions d'accueil en France qui ne sont pas propices à un mieux-être psychologique. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de prise en charge holistique. C'est ok, c'est important d'avoir un dépistage d'infections sexuellement transmissibles. Ça, en général, ça va en France, c'est quand même un accès qui est assez simple. Par contre, l'accès au logement et l'accès au droit, ça, c'est vraiment un facteur d'amélioration de la santé mentale. Nous, on a des femmes maintenant qu'on suit depuis 3 ou 4 ans. C'est impressionnant. C'est pas n'importe qui quitte son pays, qui traverse la moitié de l'Afrique, qui se retrouve dans un pays dans lequel elle n'a jamais mis les pieds. Donc, quand on arrive à travailler sur le traumatisme, puis travailler aussi sur l'hébergement et la vulgarisation, en fait, c'est des femmes qui se révèlent concrètement et une force voilà, une force de vie qui est vraiment importante. Donc, c'est comment on peut soutenir ce passage-là, ce moment où le traumatisme il empêche vraiment la capacité d'agir, parce que quand elles arrivent, il y a différentes phases du traumatisme qu'on peut voir, mais quand elles sont arrivées depuis peu de temps, il y a quelque chose qui est figé. Et c'est d'ailleurs des moments où on ne va pas revenir forcément sur l'histoire, sur ce qui s'est passé factuellement, parce que le fait d'en parler, ça créera un effondrement, et donc du coup, toutes les autres choses qu'il faut faire, aller au rendez-vous à la préfecture, trouver un logement, etc., on ne peut plus les faire si on rentre dans l'histoire à ce moment-là. Donc souvent, il y a une phase comme ça un peu figée, et puis quand on arrive à accompagner et à traverser cette phase-là, bon, certaines patients, on sait que ça va être gagné, mais qu'on est sur la bonne voie. Donc, pour ce qui est de la santé mentale, nous, l'accompagnement psychiatrique, notamment, est très peu accessible. Alors qu'on a l'hôpital à Gessel, dans lequel il y a un centre de psychotrauma pour les personnes exilées. Donc, on est censé être à l'endroit du monde où ce serait plus facile de rencontrer un psychiatre spécialiste du trauma, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, ça nous a poussé aussi à avoir toutes les autres ressources. Et on a hâte de voir les résultats de la thèse, parce que nous, notre impression, notre sentiment clinique, c'est que les ateliers, comme les ateliers de danse comme thérapie, non seulement il y a ce qu'on fait, la danse, mais il y a le moment, il y a l'accueil, il y a le partage, et il y a cette lutte contre l'isolement. Et donc, pour nous, c'est un outil thérapeutique qui est majeur. Grâce à Anaïs, ma binôme qui est ici, qui a créé un groupe WhatsApp pour informer les patientes des ateliers. Ça permet de laisser des messages dans des langues différentes, et puis des messages écrits, mais aussi des messages vocaux pour donner des informations pratiques. Cet outil-là, en fait, c'est un outil en soi thérapeutique de lutte contre l'isolement, puisque parfois, on a des photos des bébés qui sont arrivés, il y a une nouvelle patiente qui est inscrite, c'est bienvenue, ici c'est la famille, etc. Donc, le WhatsApp, déjà, qui est créé pour les ateliers, il est thérapeutique. Quoi. Oui, on peut faire écouter les témoignages, puisque Rose a ramené des témoignages des femmes du Cambéré par rapport au parcours. Après les questions, on peut totalement faire après. On va faire après, et je veux juste commenter ce que tu disais, Claire. C'est que je disais quelque chose, mais je me souviens plus de la source, mais je suis sûre que c'est presque vrai. C'est que les personnes exilées, quand elles arrivent en France, leur état psychologique s'aggrave du fait de tous les facteurs sociaux, économiques, etc. Et notamment dans l'accès des thérapeutes, c'est assez compliqué, et que ces personnes sont dirigées vers les psychiatres qui ne sont pas totalement habilités souvent à les prendre en charge, et qu'on oublie en fait tous les autres acteurs et actrices thérapeutiques qui peuvent très bien prendre en charge ces personnes-là. Et il y avait pas mal aussi la question des enjeux transculturels, c'est-à-dire quand on vient d'un pays étranger, il y a la question de la langue.
Et qu'il y a aussi tout l'aspect, déjà ça touche les finances, comment financer les interprètes, etc., pour que les personnes se fassent comprendre et tout. Et tout ça, c'est en lien en fait, avec l'aspect communication, communautaire et faire le lien. Parce que quand on ne se fait pas comprendre, on se sent pas mal dominé, quoi. Ouais, c'est vrai, nous, on travaille avec des interprètes par téléphone, c'est un interprétariat. Donc, c'est quand même un outil hyper important, on s'en sert tout le temps, mais ça demande aussi de prendre l'habitude d'avoir quelqu'un au téléphone en plus de l'interaction à deux, qui est évidente. Et après, pour l'aspect financier, bah, ça c'est pour l'instant, nous en tout cas dans l'institution APHP, on est en permanence en recherche de fonds pour pouvoir offrir des ateliers comme la danse, comme thérapie aux patientes. Et je pense que des travaux comme celui qui va être réalisé là, bah, ce sera aussi un argument pour nous de dire que ces ateliers-là peuvent passer dans le soin. On peut imaginer qu'ils soient remboursés à un moment par la sécurité sociale. Enfin, ça va être un vrai outil de plaidoyer aussi pour ça. Parce que sûrement que, voilà, on peut imaginer, j'imagine qu'on connaîtra des ateliers de danse comme thérapie pris en charge par l'hôpital. Et ça c'est quelque chose qui permettra aussi leur développement. Alors, quand on parle de santé mentale, au niveau du Cameroun, nous le savons très bien, c'est quelque chose de tabou. Quand tu parles de psychologue, tu parles de psychiatre, ça renvoie à la folie. C'est un fou, c'est une folle qui va voir. Étant conscient de ça, déjà, au Cameroun, nous n'avions pas de psychologue. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ces femmes puissent s'exprimer? Il y a déjà ce qu'on appelle le soutien des pairs. Le soutien des pairs qui se fait pendant les ateliers. Par exemple, l'atelier de la danse-thérapie, il y a d'abord un premier temps où le psychologue est là, en posant un certain nombre de questions, ce qui permet à ces femmes de s'exprimer à cœur ouvert, d'écouter l'expérience des unes et des autres, et ce qui leur permet aussi de revoir aussi leur façon de faire. Parce que parfois, quand tu arrives, tu parles de ton histoire, tu as l'impression que tu es la seule qui a vécu l'histoire, mais en écoutant celle de ta père, tu te dis, mais tiens, elle a pu tenir le coup, moi aussi, je vais le faire. Donc, à Ikambéré, on le sait très bien, quand tu parles de psychologue, ah non, madame, je ne suis pas folle, il y a nombreuses qui viennent, tu vois en elle qu'elle a besoin de cet accompagnement et dit, ah, j'ai fait 2 ou 3 touches de psychologue, je ne vais plus là-bas. Moi, je ne suis pas folle. Hein. Et alors que quand tu l'écoutes, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est par ces ateliers collectifs, tels que la danse-thérapie, la socio-esthétique, l'expression corporelle, le soutien des pairs, c'est ça, quelque part, qui est le lieu où elle puise les forces pour pouvoir déjà accepter la maladie, parce que c'est un challenge, accepter qu'on est infecté par le VIH. Et pendant ces groupes de parole, si je peux le dire, ces ateliers, elles finissent par accepter, parce qu'à Ikambéré, accepter son statut sérologique, c'est d'abord comme la première guérison, entre guillemets. Pour celle qui est dans le déni, elle ne peut pas du tout avancer. Mais pendant ces ateliers, où il y a l'expression de la parole, tout se dit à corps ouvert, sans jugement, sans condamnation. Les animateurs sont là, ne les condamnent pas, parce que quand elles sont au départ, les premiers ateliers, c'est l'animateur. Tout le regard est focalisé sur lui. Si elles se rendent compte qu'il y a un jugement qui se fait, c'est terminé. Mais quand elles se rendent compte que l'animateur, il est bienveillant, elles ouvrent leur sac, il n'est pas là avec comment est-ce que je peux le dire? Parce que la communication n'est pas seulement verbale. La communication aussi est non verbale. Elle scrute tout. Il suffit juste qu'elle parle de son histoire et te voit écarquiller les yeux au tenir ta femme. C'est terminé. Elle ne dit plus rien. Mais quand il se rend compte qu'elle est en train de parler, tu es en train de l'écouter.
les autres sont en train de l'écouter, sans toutefois la juger. C'est l'occasion pour elle que la prochaine fois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre davantage le sac, à ce qu'elle finit par vider le sac. La prochaine fois, c'est elle qui tient les rênes. Il y a celles qui arrivent au prendre le cas de la danse-thérapie. Au départ, on dit, mais il y a la danse-thérapie. Non, pardon, moi je ne danse pas. Hein. Moi je ne danse pas. Elle croit que c'est la danse du bar. Mais quand elle arrive, il y a un groupe de paroles qui est là, les femmes parlent, tout le monde parle. Après, on met la musique, on danse. Et elle voit aussi, on lui dit, donne aussi un pas de danse. Elle aussi, elle se lève, elle fait un petit geste et tout le monde prend. Elle se dit, mais tiens, donc moi aussi, je peux apporter quelque chose. Donc voilà comment nous répondons à cette prise en charge de la santé mentale des femmes à Ikambéré. Mais nous ne mettons pas de côté le psychologue, les consultations des psychologues. Voilà. Merci. Oui, totalement. Pour rebondir sur ce que dit Rose, c'est vrai que les thérapies corporelles dans le trauma, c'est super intéressant. Parfois, quand il y a un obstacle de langue aussi, c'est une autre façon c'est un autre type de soin. Et puis, justement, dans les moments où c'est trop difficile de mettre des mots, de repasser par le corps, c'est un super outil. Donc, c'est marrant de voir les patients s'emparer aussi de ces outils-là de danse, mais aussi, je pense à la semaine dernière où il y a une patiente qui parlait de ses symptômes psychologiques, elle avait du mal à expliquer, mais ça allait moins bien. Elle me dit non, mais maintenant j'ai ça, elle avait tous les enregistrements de Sophro, elle avait fait sa playlist et elle écoutait ça, donc elle repart avec des outils pour apprendre à gérer ses émotions aussi au quotidien par le corps et pas par la parole. On va arriver à la fin des questions-réponses, c'est bien le même. Peut-être que pour terminer, est-ce que vous avez des perspectives pour plus tard avec vos structures? Et quand vous allez ouvrir une autre maison, il me semble? Oui, à Ikambéré, nous allons ouvrir une autre maison. Elle est même déjà là, ici, elle est temps de offrir les portes pour aussi accompagner les femmes qui souffrent de diabète, d'hypertension et d'obésité. Même celles qui sont accompagnées à Ikambéré iront dans cette maison. Mais ce qu'on leur dit, ça sera ouvert à toutes les femmes, pas seulement celles qui sont infectées par le VIH, toutes les femmes qui souffrent du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Et on leur dit, quand tu y arrives, tu mets le VIH de côté. Ne parle pas de ça. Tu es juste aussi une bénéficiaire qu'on a envoyée pour bénéficier aussi de cette prise en charge. Dans la maison reposante, j'en ai déjà parlé. Voilà. Cette maison, d'ici quelques temps, tout est déjà prêt. La maison est déjà là, toutes les installations sont là. On attend juste l'agrément pour recevoir les bénéficiaires. Voilà pour l'instant ce qui est camerounais. Merci. Nous, nos perspectives, c'est d'arriver à continuer déjà ce qu'on fait déjà. Recherche de moyens permanents, c'est qu'un histoire de travail. Et puis augmenter les ressources humaines sur les dispositifs, notamment psychologiques, de médiation en santé aussi. Et l'idée de ces dispositifs, c'est aussi de les dessiner, justement avec l'organisation, de définir vraiment les rôles de chaque personne au sein de l'organisation pour bien clarifier, en fait, vraiment expliciter la façon dont on fonctionne, pour que ça nous aide au quotidien en clinique, mais aussi pour qu'on puisse accompagner des équipes dans notre service de maladies infectieuses qui seraient prêts à mettre en place des dispositifs d'accueil des femmes qui vivent des violences en accompagnant avec pour fonctionner, on a besoin de tel rôle, de tel rôle, de tel rôle, et comment l'autre service peut s'emparer avec la couleur de son environnement, mais comment on peut s'emparer de ces outils-là aussi, et puis le partage du travail qu'on a déjà fait avec
Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai une pensée aussi pour Sophie Lasser, qui devait être présente avec nous ce soir, qui travaille à la Fondation de France au service de la santé mentale des personnes autisées. Elle n'a pas pu venir ce soir, mais on pense beaucoup à elle. Et du coup, je vous remercie beaucoup, mesdames, pour vos interventions de ce soir. Bon, et on va pouvoir écouter le témoignage des femmes d'Ican-Béré. Bonjour, je suis Madame Kofi. J'ai connu la danse-thérapie depuis 2019. Benoît est venu à notre association. Il faut dire qu'avant de participer à cette séance de danse, j'étais tout le temps triste. J'étais brisée et j'avais beaucoup de difficultés à refouler ce qui était en moi. Mais quand on a commencé la danse, d'abord quand on arrive le matin, chacune de nous est un peu crispée. Et quand on commence, on se défoule, on fait des mouvements, après on danse et il y a une partie qui nous permet de parler au cours de la semaine. Mais je vous assure que après tout cela, nous retrouvons la joie et nous dansons, nous nous exprimons par des mouvements, nous extériorisons tout ce que nous avons en nous. Vraiment, ça permet de nous épanouir, de nous exprimer par des mouvements, par des gestes. Et à la fin de la danse, nous sommes toutes joyeuses parce que ça nous apporte beaucoup sur le plan mental, sur le plan physique et tout ça nous met la joie au cœur. Vraiment, je suis très contente d'assister chaque lundi à cette séance. Merci. D'accord. Pour la danse-thérapie, tout ce que je peux dire, c'est ça qui fait du bien. Ça fait du bien. On dit danse thérapeutique, mais en fait, il y a du sport. Et là, ça nous permet vraiment de bouger. Comme on dit le nom de thérapeutique, ça nous soigne. Voilà, ça nous soigne vraiment. Parce que là où je suis, je ne peux plus m'en passer de la danse, parce que j'ai senti que ça me fait du bien. Et donc, avec la danse, ça nous permet de faire des mouvements, de bouger. Et en plus de ça, on est accompagné par un psychologue. Souvent, on organise des séances de plusieurs qui nous permettent de changer des idées. Voilà. Et d'apprendre beaucoup de choses, comme la thérapie, ça soigne. Parce qu'au début, moi, je me sentais trop seule. Mais depuis que j'ai commencé à participer à la danse thérapeutique, vraiment, je suis à l'aise. Je bouge facilement. Et en plus de ça, j'ai même perdu du poids. Parce que je respecte les séances de danse thérapeutique. C'est tous les lundis. Et je ne m'absente jamais. Même si je prends des programmes, je regarde les programmes, mais jamais m'absenter pour la danse thérapeutique. Donc, vraiment, ça fait très bien. Vraiment très bien. Il y a plus de sens. Déjà, on est en train de sensibilité, coach. Ça nous libère. C'est vraiment. La danse thérapeutique top, 100%. J'ai bien aimé. Merci beaucoup. Merci, merci ma chère Astou. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ça va être le temps de questions au public. Si vous avez des questions à adresser à nos différentes intervenantes, que ce soit Cristal, doctorante, ou bien les dames à côté de moi, on va faire passer le micro si vous le souhaitez. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le témoignage qui était très touchant. Je voulais savoir si vous aviez eu des difficultés dans la mise en place du groupe, dans l'ambiance locale, avec ces femmes qui ont été victimes de beaucoup de violences, pour savoir
si le rapport à l'autre n'était pas trop impacté en arrivant, et si ça ne bloquait pas justement le fait de devoir s'exprimer, se dévoiler en présence de l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, la mise en place, je ne peux pas dire que c'est compliqué, mais c'est compliqué. Parce que déjà, je parle le cas du problème. Ce sont des personnes qui arrivent dans la souffrance totale, qui ont subi des agressions physiques, l'agression psychologique, à cause de l'infection à VIH, ou aussi pendant leur parcours migratoire. Donc, quand on leur parle des ateliers, elles se posent la question, comment est-ce que l'animateur va les juger? Déjà, pour celle qui a été rejetée, pour celle qui a été stigmatisée, même subi des discriminations, parce que c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Quand on leur parle d'un atelier, quand on leur parle de l'atelier, elles ont toujours cette idée, elles craignent. Elles disent, ben, quand je vais arriver, il sait que je suis infectée par le VIH. Est-ce que ce que j'ai vécu ne va pas se reproduire? Alors, notre mission, c'est de leur montrer l'intérêt et le bien fondé de ces activités-là, tout en leur rassurant. Et Caméra, on ne fait pas intervenir tout le monde. Il y a quand même des entretiens qui se font en amont pour protéger psychologiquement ces femmes. Parce qu'imagine dans un atelier, comme à la danse-thérapie, une femme qui parle. Parce que quand on parle de VIH, quand on parle de VIH, on parle aussi d'intimité. Donc, vous imaginez que pendant un atelier, je prends la danse-thérapie ou la socio-esthétique, quand elle parle de sa vie, parce qu'elles arrivent au moment où elles parlent de tout. Si elles sont en jugement, quand je vous ai dit, elles sont là, elles scrutent tout. Le geste, la communication verbale et non verbale. Donc, c'est difficile et ce n'est pas aussi difficile quand on les convainc. Et c'est le premier atelier qui leur met la confiance. Si au premier atelier, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça serait difficile qu'elles reviennent là, la deuxième, la seconde fois. Mais comme les animateurs sont préparés, ce sont des personnes qui prennent en charge des personnes, des gens qui ont subi, qui sont malades ou qui ont subi des violences ou des tortures. En venant, il sait que je vais vers une personne qui est fragile. Donc, je vais l'aider à se mettre, à reprendre les forces. Je vais l'aider à avoir les pieds sur terre pour pouvoir, qu'est-ce que je peux dire, pour pouvoir prendre sa vie en main. Mais ce n'est pas un petit boulot. Parce que parfois, elle m'appelle et elle me demande, mais l'animateur, là, il sort d'où? Je dis, vous le connaissez? Parfois, quand les intervenants extérieurs viennent, il faudrait que je leur rassure. Ils vont faire la photo, ils vont me faire les photos. Si tu passes avec ton téléphone et tu le tiens comme ça, c'est terminé. Attention. Elles se disent, il va me prendre une photo. Parce que ce sont des personnes qui ont peur de protéger leur vie privée. Donc, mettre en place, j'ai dit c'est difficile, mais pas très difficile. Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Oui, parce qu'elles sont toujours là avec des craintes et des peurs. Elles se disent, ce que j'ai subi, peut-être cet animateur, c'est un Camerounais, je suis une Camerounaise. Ah, si c'est un Camerounais, peut-être qu'il va aller raconter, dans sa tête, peut-être il croit que l'animateur connaît tous les Camerounais de la France, alors que peut-être le Camerounais ne connaît pas d'autres Camerounais qui la connaissent. Donc c'est un peu ça, donc la rassurer.
qu'elle puisse faire des choses sans toutefois être un peu éparpillée dans sa tête, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Si, merci. Et c'est en mixité du coup. Pardon? C'est mixte? Mixte. Non, c'est les femmes. C'est que les femmes. Que les femmes. Les animateurs peuvent être hommes ou femmes. Les animateurs, mais vous le voyez là. Juste ajouter un truc un peu plus logistique, c'est le travail aussi de mise en place et nous les patientes à la base elles viennent à l'hôpital pour des consultations. Donc le switch de venir pour un groupe de danse comme thérapie, c'est pas forcément le schéma qu'on se représente de l'hôpital. Donc la mise en place au début, il peut y avoir des difficultés où il va y avoir beaucoup de monde dans le groupe, etc. Il faut un certain temps avant que les choses prennent. Et notamment le fait de la régularité des ateliers, ça a énormément aidé. Quoi. Le fait de savoir que c'est tous les lundis à la même heure, etc. De façon répétée, là, il y a quelque chose qui se fait. Et le réseau WhatsApp aussi dont je parlais, qui a aidé à la mise en place. On s'est posé la question à un moment avec l'OBA de la mixité de la danse comme thérapie. Donc on l'a fait. On a fait quelques ateliers où il y avait des hommes qui participaient. Puis finalement, on a décidé de repasser à de la non-mixité parce qu'il pouvait y avoir parfois des positionnements de certains patients qui prenaient trop de place. En tout cas, il se passait quelque chose de différent qui n'était pas forcément l'objectif initial de l'atelier. Et puis, nous, à l'hôpital, il y a la difficulté de trouver une salle pour faire les ateliers, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est une vraie difficulté. On n'a pas encore d'espace à nous dédié, on espère qu'on en aura à un moment. Et du coup, bon, voilà, on trouve au fur et à mesure, mais ça fait partie des difficultés. Et ce que je vais encore ajouter, ce sont parfois ces femmes qui, je peux dire, font la publicité des ateliers. C'est-à-dire celles qui résistent. Pendant le déjeuner à la cafette, ce sont elles qui exhortent leur père. Ah, tiens, j'ai été à l'atelier de la danse comme thérapie, de la socio-esthétique, de la socio. Viens, tu vas voir ce qui s'y trouve. Et quand elle le dit, comme c'est une prière, elle lui dit, elle croit et elle y va. Voilà. Allô? Oui, je me permets de rajouter, c'est vrai que ces ateliers ils sont souvent en groupe et l'aspect non-mixité, c'est hyper puissant parce que du coup, c'est le partage d'expériences vécues, comme disait Rose tout à l'heure, et le fait qu'il y ait une ancienne qui va peut-être dire, ah ben oui, au début, moi j'étais un peu comme ça, mais regarde, enfin, j'ai réussi à traverser certaines choses et ça va mieux. Ben, c'est hyper puissant. Voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi. Ces ateliers-là, permettent à ces femmes de revivre. Ça permet aux femmes de Cameroun, c'est comme une résurrection. Ça, je ne sais pas publicité, mais c'est une résurrection. Ces ateliers, ça leur permet de reprendre leur vie et ça leur permet de développer en elles ce qu'on appelle l'empowerment, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire, le pouvoir même de se décider, le pouvoir même de prendre, de prendre sa vie en main en écoutant l'autre. Donc, pour moi, ces ateliers, c'est de véritables thérapies pour des femmes du Cameroun. On peut prendre une deuxième question. Bonsoir, merci beaucoup pour le témoignage. Les professionnels avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'ils sont forcément formés sur le sujet des violences sexuelles ou est-ce qu'ils apprennent sur le tas enfin, est-ce que les professionnels qui travaillent avec vous, vous les sélectionnez
fonction de leur connaissance sur ce sujet-là. Chez nous, on ne recrute pas des professionnels qui ont nécessairement ces connaissances-là, une assistante sociale, une médiatrice en santé. Mais comme c'est une problématique importante, parce que la population que nous accompagnons, c'est une population précaire qui a subi des violences, nous faisons des formations, on nous forme de temps en temps, on appelle ça de la formation continue sur ces problématiques-là. Ce qui va nous permettre, de bien faire notre travail et aussi nous aider à savoir quelle est la posture qu'on doit avoir face à une personne qui a vécu une violence comme celle-là. Nous, à l'hôpital, à la base, quand on a commencé en infection, on a commencé avec des gens qui étaient dispo pour se lancer dans ce travail-là. Après, c'était des professionnels de maladies infectieuses qui travaillaient dans le 93, donc c'est des thématiques qu'ils connaissaient de près ou de loin, mais en tout cas des récidives auxquels ils avaient déjà été exposés. Il y a notamment, je pense à une infirmière qui fait la consultation de médecine des voyages à Agen. Vous pouvez aller voir, partir au pays, faire des vaccins, etc., parler de l'hépatite, tout ça. Elle, en infectieux, elle s'est formée, maintenant elle est sexologue et elle amène de la santé sexuelle dans les consultations de médecine des voyages. Donc, la santé sexuelle et la maladie infectieuse, c'est deux mondes qui sont proches. Et bon, maintenant, toutes celles qui sont au sein de l'équipe se sont formées d'autant plus depuis. Et puis, on a mis des formations aussi dans le service. Donc, on a proposé depuis un an, 2 ans, un an, on a mis en place une formation sur l'excision pour tout type de professionnels, avec un travail théorique sur ce que c'est l'excision, mais aussi savoir-faire et savoir-être. C'est une formation qui a lieu sur 2 jours. Il y a notamment une comédienne de théâtre Rome et puis un pédagogue, et on propose aux professionnels de se mettre en situation de consultation et puis de travailler sur les outils de communication, les outils de communication, etc. Donc voilà, au début on était formés sur le terrain et puis maintenant petit à petit l'équipe elle a vraiment développé une expertise et puis on souhaite continuer à travailler sur ces formations. L'originalité c'était de partir des femmes concernées pour créer la formation. Donc, on a fait des échos du groupe de patientes qui avaient eu une excision. On a fait un petit groupe à Écormévé, à la Maison des Femmes, et puis à Uraka Basiliade aussi, qui est une association avec laquelle on travaille. Et on a demandé aux femmes de nous parler de leur excision et de nous raconter si elles en avaient déjà parlé avec des professionnels ou pas, et si oui, comment ça s'est passé. Et est-ce que c'était une bonne expérience ou une mauvaise expérience, et puis qu'est-ce qu'elles attendaient de la part des professionnels quand ils abordaient le sujet, quelle était la posture qu'ils attendaient. Donc c'est avec ce travail de focus group qu'on a élaboré toute la formation. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, merci. En fait, c'était un peu de questions. Je voulais savoir si vous avez entendu parler d'autres associations à l'étranger, d'autres méthodes, d'autres réussites, d'autres formules, je ne sais pas. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que ça existe déjà, comme une espèce de fédération, un mouvement un peu international pour faire face à cette problématique absolument effrayante et qui concerne finalement beaucoup, si ce n'est pas tous les pays. C'est 2 questions. Alors, concernant la première partie de la question, oui, en tout cas, j'ai l'impression que de ce que je peux lire, et évidemment m'intéresser à ce sujet international, j'ai l'impression qu'en ce moment, le courant, c'est quand même cet accompagnement domestique. C'est l'accompagnement qui est proposé,
que tout le monde essaie de, tous ceux qui travaillent comme ça passent dans une phase d'évaluation d'impact de ces accompagnements-là. Donc, je pense notamment au Canada, qui a mis en place ce type de structure. Donc, bon, il y a une mouvance assez commune. Et pour ce qui est d'une fédération, je ne sais pas si ce sera le cas. En tout cas, il y a Denis Mukwege qui a introduit quand même un mouvement assez fort. Donc, monsieur Avicenne, on travaille avec lui depuis 2016. On part là-bas 2 fois par an avec notre casquette d'infectiologue et puis on apprend de ce que lui, il a mis en place pour s'en inspirer pour le parcours Avicenne. Ça, c'est des apprentissages qu'on fait beaucoup et moi, c'est comme ça que j'avais entendu parler de Lola à la base. Et Denis Mukwege, là, il travaille sur la mise en place de centres comme ça dans d'autres pays, notamment en Guinée. Il y a aussi en Irak, en Guinée, puis il y en a un troisième en République centrafricaine, il y en a un qui a ouvert. Voilà. Après, c'est une thématique qui est partagée internationalement. Et la façon de l'aborder, la façon d'en parler, ça, elle est aussi propre à chaque culture. Donc, on peut avoir, je pense, des protocoles communs, mais il y a aussi une finesse dans la façon dont on va aborder le sujet qui est assez propre à chaque endroit du monde, je crois. Et ça, c'est une réponse personnelle, c'est pas une réponse scientifique. Est-ce que je dois dire qu'en réponse, on réfléchit dessus, on sait que à l'international, c'est quelque chose d'important, mais on y réfléchit pour l'instant. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, ça va? Non. Je vais laisser la parole à Élodie, du coup. Merci beaucoup pour votre participation. En tout cas, merci à vous pour ce temps d'échange qui était vraiment passionnant. Je vais juste terminer un peu ce moment avec un petit mot de remerciement. Déjà, avant tout, à l'équipe, on voit beaucoup dans la salle, il y en a qui travaillent qui sont extraits pour l'occasion. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre engagement quotidien dans cette lutte commune. En tout cas, sachez qu'on a tous travaillé dur pour faire cet événement en cette année. Vous savez, c'est une riche en Covid, donc riche en rebondissement. Donc, merci à vous, merci à Ina qui est au fond de la salle donc c'est notre graphiste et qui nous fait à chaque fois des visuels toujours plus beaux les uns que les autres. Et en tout cas, c'est un plaisir de travailler avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à Maïlan pour ton travail. Donc, Maïlan, elle travaille avec nous depuis 2019. C'était la première fois qu'on avait collaboré ensemble. Et on se connaît depuis un peu plus longtemps que ça. Donc, merci vraiment à toi. Merci à la Cité Audacieuse également pour nous accueillir aujourd'hui. En tout cas, cet endroit nous permet vraiment également d'organiser des événements comme celui-là ici, en toute confiance et sérénité. Donc, c'est vraiment agréable. Merci à nos structures partenaires pour votre engagement et votre confiance au quotidien. Merci également aux partenaires financiers, donc l'Académie des Arts de l'Amour, la Fondation des Femmes, l'ARS et la Fondation de France. Et n'hésitez pas, si vous voulez également soutenir nos actions, vous pouvez également nous faire des dons. Vous pouvez acheter des t-shirts et vous voyez, on les porte tous, des t-shirts et des pulls pour l'heure. Ça permettra à ce que vous puissiez faire partie de cette grande aventure qui est Recréation by Loba pour l'emploi par la danse des femmes victimes de violences. Donc, merci à vous. Et aussi, merci aux personnes qui vont nous nourrir ce soir, c'est-à-dire les traiteurs Osé, Indonésia et Joliba. Voilà.